Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un exercice sur les normes des espaces vectoriels normés. Donc là on va voir un exemple ou plutôt on va voir donc des exemples des normes qui ne sont pas équivalentes. Alors plus souvent on avait dit que dans un espace vectoriel de dimension finie toutes les normes étaient équivalentes, on n'avait pas de souci, mais là on va voir en l'occurrence dans les espaces qui ne sont pas de dimension finie, c'est pas toujours le cas. Très bien. Allez, donc voilà l'énoncé de l'exercice. Je prends E, c'est l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R. Je prends donc voilà les normes classiques sur cet espace-là. Donc la norme 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de t d de t. La norme 2, c'est la racine carrée donc de f de t au carré, donc de l'intégrale de f de t au carré, d de t. Et ensuite, donc, on a la norme infinie, ou la norme de la convergence uniforme, qu'on appelle. Et donc, f infini, c'est le sup, t appartenant à 0,1 de f de t. Alors, donc, normalement, c'est vu dans le cours. Alors, la première question, c'est de vérifier, donc, justement, que ces trois applications que l'on vient de définir ici, définissent bien des normes sur cet espace-là, c'est l'espace E. Après, on va démontrer que la norme infinie est plus fine que la norme 1 et aussi que la norme 2, mais qui n'équivaut ni à l'une ni à l'autre. Et dans la troisième question, on demande bien sûr de faire la comparaison entre les deux normes, la norme 1 et la norme 2. Allez, on y va. Donc, premièrement, on va donc vérifier que la norme 1, la norme 2 et la norme infinie définissent bien des normes. Alors, pour cela, je vous rappelle qu'une norme, donc c'est une application, alors une norme sur un espace vectoriel E, c'est une application de E dans R+, qui vérifie trois axiomes. La première, donc c'est l'axiome de séparation. Deuxième axiome, donc c'est l'axiome d'homogénéité. Et troisième axiome, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et donc pour vérifier qu'une application est une norme, il faut absolument démontrer ces trois axiomes. Et bien c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va commencer par la norme 1. Donc la norme 1, elle est définie de cette façon-là. Bien sûr, pour f est une application continue de 0 à 1 dans R. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t. Alors, donc le premier point, c'est la séparation. Donc la séparation, ça veut dire, je prends un f qui appartient à E, et je vais supposer que sa norme 1 égale à 0. Et donc il s'agit de démontrer que f égale à 0. Alors, très bien. Donc ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t égale à 0. Parce que ça, c'est exactement ça. Et là, on va utiliser donc une propriété que j'ai démontrée dans l'une de mes vidéos, c'est que l'intégrale, c'est l'intégrale, ou bien, pardon, l'intégrale d'une fonction de signe constant continu et nul, c'est seulement si f est nul. Donc là, j'ai cette fonction-là à l'intérieur ici, donc celle-là. Alors, pour chaque t qui fait correspondre la valeur absolue de f de t, comme f est continu, sa valeur absolue, elle est continue encore, et donc ce qui fait cette fonction-là, elle est continue et à valeur constante, en fait, pardon, et à valeur, et de signe constant, c'est-à-dire tout le temps est positif ici. Et donc, comme l'intégrale égale à 0, forcément, ça permet de dire donc que f de t en valeur absolue égale à 0, quel que soit t appartenant à 0,1. Alors, je rappelle encore, donc l'intégrale d'une fonction de signe constant, d'une fonction continue de signe constant est nulle, c'est seulement si f est nul. C'est ce que j'utilise ici. Et là, ça permet de dire que f égale à 0. Bien sûr, sur l'intervalle 0,1. Et donc, voilà, on a démontré la séparation. Donc, on va passer à l'homogénéité qui est très simple. L'homogénéité, alors, regardez bien. Donc, je vais prendre un lambda qui appartient à R. Donc, la norme 1 de lambda f, par définition, c'est l'intégrale de 0 à 1 de lambda f de t d de t. Et là, je vais utiliser les propriétés de la valeur absolue. Donc, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc, je peux séparer ici.
pour voir, ça va faire la lambda f de t d de t. Et là, en utilisant la linéarité de l'intégrale, donc celle-là c'est une constante, donc je peux la faire sortir à l'extérieur pour avoir la valeur absolue de lambda, 0,1 f de t d de t. Et ça, c'est la norme 1 de f. Donc, la norme 1 de f. Voilà pour l'homogénéité. Donc on va voir encore une fois ici l'inégalité triangulaire. Et l'inégalité triangulaire ici, elle est basée sur l'inégalité triangulaire de valeur absolue, que j'ai déjà démontré aussi dans une autre vidéo. Donc elle est vraiment très utilisée. Alors, donc ici, je vais prendre deux fonctions f1. Alors si je prends f1, bien f et g, qui appartiennent à E. Et f plus g 1 égale. Donc, par définition ici, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de f de t plus g de t d de t. Et là, bien sûr, l'inégalité triangulaire de la valeur absolue, c'est-à-dire vous avez a plus b, donc si a et b sont des réels ou même des complexes, ça c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Quand il s'agit des complexes, donc je parle des modules ici. Voilà, et je vais l'utiliser là. Donc ça, alors, donc ça c'est plus petit ou égal, donc ça c'est plus petit que la valeur absolue de f de t plus la valeur absolue du g de t, donc ce qui est à l'intérieur, et comme l'intégrale est croissante, donc c'est une application qui est croissante, donc ça conserve la croissance des fonctions, et bien donc ça permet de dire que l'intégrale reste encore plus petit. Et encore une fois, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale pour que je puisse séparer ici, pour avoir ici l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t plus l'intégrale de 0 à 1 de g de t d de t. Et là, c'est la norme 1 de f et là, c'est la norme 1 de g. Donc ça, c'est égal la norme 1 de f plus la norme 1 de g. Donc, j'ai démontré que f plus g en norme 1, c'est plus petit ou égal à la norme 1 de f plus la norme 1 de g. Et donc voilà, on a démontré donc l'inégalité triangulaire pour l'application 1 pour le moment. Et le fait de démontrer auparavant que on avait donc l'homogénéité et aussi la séparation, ben ça prouve que l'application donc 1 est une norme. Donc voilà, donc pour la première application, donc on a vérifié qu'il s'agit bien d'une norme. Et donc on va voir aussi pour la deuxième maintenant. Alors pour la deuxième, on va voir que pour le premier point, c'est exactement la même chose que pour la norme 1. Alors, donc pour la norme 2, elle est définie de la façon suivante, donc de 0 à 1, de f de t au carré d de t et la racine carrée. Donc la racine carrée c'est x posant 1/2. Alors, premièrement, donc l'homogénéité. Donc je vais supposer que j'ai une fonction f dans E telle que la norme 2 égale à 0. Eh bien, ça permet de dire ça, que cette quantité-là est nulle. Carré d de t, 1/2 égale à 0. Si la racine carrée de ça est nulle, ça veut dire que ça tout simplement est nul. Et là encore une fois, je vais utiliser la même propriété que pour la norme 1. J'ai ici donc à l'intérieur, comme f est une fonction constante, pardon, est une fonction continue, et bien f, la valeur absolue de f de t, c'est une fonction continue aussi, et le carré, donc il va rester encore continu. Donc là, j'ai une fonction qui est continue et en plus de signe constant. Donc le fait que son intégrale est nulle, cela veut dire que ce qui est à l'intérieur là, il doit être égal à 0. Donc il faut bien faire attention, il faut que la fonction soit
continue. Et donc là, ça permet de dire que f de t au carré égale à 0, quel que soit t, appartenant bien sûr à 0,1. Ici, f de t au carré égale à 0, ben ça veut dire que f de t égale à 0, quel que soit t égale appartient à 0,1, et cela veut dire que f est constante. Donc ça veut dire que f, est une constante, et cette constante, c'est nul. Alors, voilà. Donc voilà la séparation. Donc on va passer maintenant à l'homogénéité qui est très simple aussi. Donc pour l'homogénéité, alors je prends toujours lambda qui appartient à R, et je vais prendre la norme 2 de lambda f. Et ça, par définition, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de lambda f de t au carré des 2t. Tout ça, c'est la racine carrée, ou exposant demi. Je vais utiliser ici à l'intérieur les propriétés de la valeur absolue et des puissances. Donc pour avoir, alors là, ça va faire lambda f de t, donc pour séparer la valeur absolue, tout ça au carré. Et le carré, ben, je peux bien le séparer aussi des 2t. Bien sûr, tout ça exposant un demi. Et là, comme tout à l'heure, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc la linéarité de l'intégrale, ça me permet de sortir la valeur absolue de lambda au carré à l'extérieur. Donc là, ça va faire lambda en valeur absolue au carré, f de t au carré d de t. Et encore une fois, on va utiliser les propriétés des puissances pour séparer, en fait, pour distribuer cette puissance-là, un coup pour ce facteur-là et un coup pour ce facteur. Donc, pour ce facteur-là, ça va faire, donc ça va annuler le fait du carré ici, donc pour avoir la valeur absolue de lambda. Mais là, ici, je vais obtenir, en faisant la 1,5, je vais obtenir donc la norme de f. Et donc ça égale à ça. Et ça, bien sûr, c'est l'homogénéité donc de l'application F2. Alors, il nous reste maintenant le troisième point qui est un peu très important. Et aussi, c'est là où il est un peu difficile, mais il suffit juste de connaître une propriété très importante, donc des fonctions continues sur un intervalle 0,1, que je vais vous rappeler et qui est très très utilisée aussi, ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, de quoi il s'agit? Alors, en l'occurrence ici, pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz, alors, de Cauchy-Schwarz. Alors, Schwarz. Eh bien, alors, donc cette inégalité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, si j'ai f et j'ai deux fonctions qui sont continues de 0,1 par exemple, vers R. Donc, voilà. Eh bien, j'ai tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de f de t, g de t en valeur absolue des 2t. Ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t au carré fois... Alors, bon, je vais écrire ça correctement. Donc, si je prends f et g qui appartient à E, eh bien, je vais avoir f, l'intégrale, pardon, de 0 à 1 de f de t, g de t, d de t, ça c'est inférieur ou égal 0 à 1 de f de t au carré d de t 1,5, puis après 0 à 1 de g de t d de t, alors g de t au carré, et 1,5. Et c'est ça ce qu'on va utiliser donc pour le troisième point, pour vérifier que f pour la norme 2 est bien sûr
vérifie bien l'inégalité triangulaire. Donc pour cela, alors regardez bien, je vais prendre f, g qui appartiennent à E. Eh bien, je vais passer par f plus g 2. Et pour enlever cette racine carrée qui va nous déranger un petit peu, bon, je vais juste élever au carré. Donc je vais élever au carré ici. Ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de f plus g, alors de t au carré d de t. Jusque là, tout va bien. Je vais juste développer ici à l'intérieur. Alors, je vais d'abord utiliser l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue. Donc, pour la valeur absolue ici, alors ça va faire 0 à 1. Donc, f de t plus g de t au carré d de t. Donc, a plus b, on avait dit tout à l'heure, en valeur absolue, est inférieur ou égal à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Alors, à partir de là, je vais juste développer ici pour avoir ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré. Alors, plus 2f de t g de t plus g de t au carré. Et là, d de t. Donc, c'est l'identité remarquable ici. Et comme l'intégrale est linéaire, et donc ça me permet d'étaler l'intégrale à chaque fois, donc pour séparer ici. Et ça, donc ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré d de t, plus, eh bien là, de l'intégrale de 0 à 1 de f de t g de t, d de t, plus l'intégrale de 0 à 1 de g de t au carré d de t. Voilà, là l'inégalité triangulaire, et puis après, donc là c'est l'inégalité triangulaire ici. Ensuite là, donc il s'agit d'une identité remarquable que je développe ici, et après j'utilise donc la linéarité de l'intégrale. Eh bien, ici, là, je vais utiliser donc ça. Alors, pour écrire plus simple là, je reconnais donc la norme 2 au carré de f. Donc ça va faire la norme 2 au carré. Et là, c'est la norme de g au carré. Plus la norme de g au carré plus. Et donc là, j'ai un d ici. Et je vais utiliser donc bien sûr l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz ici, eh bien ça va me permettre d'avoir ici, c'est plus petit que l'intégrale de f, bon, carré 1 demi, donc pour écrire un peu plus simple, donc j'ai pas écrit f de t d de t, qui après fois l'intégrale de 0 à 1 de g au carré 1 demi. Et ça, c'est la norme 2 de f, et là, c'est la norme 2 de g. Donc, donc là, je recommence ici. Donc là, on va dire que c'est inférieur à f 2 au carré, plus la norme de g 2 au carré, et là, plus 2, la norme 2 de f, la norme 2 de g. Bingo, puisque là, c'est l'identité remarquable. Alors, j'ai a carré plus b carré plus 2ab. Donc, ça va faire a plus b le tout au carré. Donc là, ça va faire f2 plus g2 le tout au carré. Et ça, c'est f plus g. Et comme cette quantité-là, elle est positive, et celle-là, elle est positive, ben je peux bien donc passer à la racine carrée pour enlever carrément ces carrés-là, et donc pour avoir mon inégalité triangulaire pour la norme 2. Et donc, F2, il s'agit bien d'une norme. Alors,
La norme infinie, donc elle est très simple, alors regardez bien. Donc là, rappelez-vous bien de cette inégalité-là, on va l'utiliser plus tard. Alors, la norme infinie, donc elle est définie de cette façon-là. F, alors f infini, ça c'est le sup sur les t qui appartient à 0,1 de f de t. Alors, je vais commencer d'abord par la séparation. Donc, je vais prendre f tel que la norme de f égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que le sup de f de t lorsque t égale à 0, t appartient à 0,1, égale à 0. Ça, c'est un nombre positif. Donc, le fait que ça fait 0 tout le temps, ben, ça veut dire que f de t égale à 0, quel que soit t appartient à 0. Et ça prouve que f, c'est parfaitement la fonction nulle. Et donc, voilà l'homogénéité. Alors maintenant, on va voir, la séparation. Donc, on va voir l'homogénéité maintenant. Donc, je prends lambda, comme tout à l'heure, qui appartient à R, et je vais voir f lambda, lambda f infini. Ça, c'est le sup, lorsque t appartient à 0,1, de lambda f de t. Et là, je vais utiliser la propriété, bien sûr, de la valeur absolue. Donc, il s'agit, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc, ça permet de dire là, ça va faire lambda, et là, fois ça. Et comme ça ne dépend pas de t, ben, je peux faire sortir ça carrément à l'extérieur pour avoir la valeur absolue de lambda, le sup de f de t sur t qui appartient à 0,1. Et ça, c'est la norme infinie, ça veut dire que ça fait lambda fois la norme infinie de f. Donc voilà pour l'homogénéité. Donc il nous reste maintenant à démontrer l'inégalité triangulaire. Alors pour l'inégalité triangulaire, je prends deux fonctions f et g de e. Alors je prends f et on va voir qu'est-ce que ça va faire f plus g infini. Par définition, donc c'est le sup lorsque t appartient à 0,1 de f de t plus g de t. Ça, c'est la définition. Après, on va utiliser, donc, regardez bien. Alors, premièrement, je sais que f de t plus g de t, en utilisant l'inégalité triangulaire des valeurs absolues, eh bien, ça, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de t plus la valeur absolue de g de t. Et voilà. Et donc, f de t, donc par définition, alors lorsqu'on a fait marquer que f infini, ça c'est le sup. Voilà. Qui veut dire que la norme infinie, ça va être toujours plus grand que f de t en valeur absolue, quel que soit t appartient à 0,1. Et donc là, ça, je le majeure par f infini, parce que f infini, c'est le sup. Ben, ça veut dire que quel que soit t, f de t est inférieur ou égal à la norme infinie. Pareil, pour là, je le majeure par la norme infinie de g. Et ça, c'est f de t plus g de t. Et ça, c'est quel que soit t, hein, donc quel que soit t appartient à 0,1. Et donc le fait d'avoir ça, quel que soit t, par passage de sup ici, ben, ça va arrêter toujours, parce que là c'est un majorant. Hein? Et comme le sup c'est le plus petit des majorants, donc le sup il va être plus petit que ce majorant-là. Et donc ça permet de dire que le sup de f de t plus g de t, il reste encore plus petit que la norme infinie de f plus la norme infinie du g sur le t qui appartient à 0,1. Et ça, c'est la norme infinie de f plus g. Et voilà, on vient de démontrer l'inégalité triangulaire pour cette application infinie qui prouve bien maintenant que
f ici, donc là, comme elle est définie, c'est bien une norme sur E. Donc voilà, on vient de démontrer que ces trois-là, ils sont bien des normes. Donc on vient de finir la première question, donc on va passer à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, donc je vous rappelle juste la définition d'une norme plus fine que d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors? Je vais dire que N1, alors je vais supposer que N1 et N2 sont deux normes sur un espace vectoriel E. Et bien, donc on dit que N1 est plus fine que N2, tout simplement si il existe lambda strictement positif tel que, alors N1 est plus fine, donc tel que N2 soit plus petit ou égal à lambda N1. Donc soit là, je peux mettre lambda ici, donc en faisant juste la division. Donc voilà, de cette façon-là, on dit que N1, elle est plus fine que N2. Et on va voir, bon, pour ceux qui savent, en termes de topologie, donc les ovaires de N2 sont aussi des ovaires de N1. Ou bien, donc la topologie, alors on va parler des topologies, donc la topologie donc induite par N1 est plus fine que la topologie induite par N2. En quelque sorte, chaque ovaire pour la topologie induite par N2 est aussi un ovaire de la topologie induite par N1. Donc là, en parlant des topologies. Donc, ce qu'il faut savoir que pour le moment, donc N1 est plus fine que N2, cela veut dire qu'il existe un lambda strictement positif tel que N2 soit inférieur ou égal à lambda N1. Donc ici, on demande que lambda infini, que la norme infinie est plus fine que celle-là et celle-là. Ça veut dire que je dois trouver un certain lambda qui est strictement positif, tel que la norme 1 soit plus petite que la constante fois infinie. Très bien, alors regardez bien. Donc pour la norme infinie, donc pour la norme 1, je prends f qui appartient à E. Alors la norme 1 de f, par définition, ça fait l'intégrale de la valeur absolue de f de t d de t. Alors regardez bien, donc on a toujours pour la norme infinie, alors comme tout à l'heure, ça c'est toujours plus petit que la norme infinie de f, puisque la norme infinie c'est le sup. Et donc le sup, ça veut dire le sup de f de t tel que t appartient à 0,1. Ça veut dire que quel que soit t appartient à 0,1, la valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à la norme, parce que là c'est un majorant, donc voilà, et ça va être plus petit. Et donc du coup ici, je majeure par ce qui est à l'intérieur, je le majeure par la norme de f1, de f infini, et donc je vais avoir comme l'intégrale est croissante, en passant à l'intégrale, donc je vais avoir l'intégrale ici des 2t, et ça c'est une constante. Je peux faire sortir à l'intérieur pour avoir la norme infinie, l'intégrale de 0 à 1 dit de t, et cette intégrale-là égale à 1. Donc, parce que là, une primitive de 1, c'est t, et en faisant l'intégrale, ça va faire 1. Donc ça fait 1. Et donc, pour avoir là, la norme infinie. Et donc, f1 est inférieur ou égal à f infini. Donc là, le lambda ici, je peux prendre lambda, alors lambda égale à 1, qui est strictement positif. Et ça prouve que la norme infinie est plus fine que la norme 1. Très bien. Donc voilà, alors la norme infinie est plus fine que la norme 1. Maintenant, on va démontrer que la norme infinie est aussi plus fine que la norme 2. Alors là, pour cette fois-ci, donc là, alors la norme 2 de f. Alors, donc ici, par définition, ça fait la norme
pardon, l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré d de t. Alors quand je mets au carré ici, alors je peux enlever le carré pour mettre un demi. Alors regardez bien, donc on avait dit comme tout à l'heure, j'ai f de t, ça c'est tout le temps inférieur ou égal à la norme de f, la norme infinie bien sûr, puisqu'on avait dit que ça c'est un majorant de f de t, c'est sup, c'est la bande supérieure. Bon, par passage au carré ici, je vais voir ici un carré, là aussi, puisque cette quantité-là elle est positive, celle-là elle est positive, et la fonction carré, les fonctions qui est strictement croissante sur R+, donc ça reste comme ça. Et maintenant, par passage à l'intégrale, donc je passe à l'intégrale ici, puisque l'intégrale est croissante, donc je vais avoir 0 à 1, d de t, 0 à 1, d de t. Cette quantité-là, elle est positive, celle-là, elle est positive. La fonction racine carrée, c'est une fonction qui est croissante. Donc, je vais passer à la racine carrée ici pour avoir donc 0 à 1 de f de t au carré d de t. Alors, la racine carrée, donc je vais mettre x posant un demi. Et là, donc comme ça, c'est une constante, je peux la faire sortir à l'extérieur pour avoir puis l'intégrale de 0 à 1 d de t 1 demi. Et comme tout à l'heure, cette intégrale-là égale à 1. Donc, parce que là, le 1, une primitive de 1, c'est t, et en faisant l'intégrale ici, donc je vais faire t en 1, ça va faire 1, et en 0, ça va faire 0. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ben, j'obtiens tout simplement la norme 2, qui est celle-là, est inférieure ou égale f infini 2, 1 demi. Et donc le 2 avec le 1 demi là, ça se simplifie avec les propriétés des puissances. Pour avoir f2 est inférieur à f infini, c'est comme tout à l'heure, je peux prendre mon c égal à 1, et pour dire que f, la norme infinie, est plus fine que la norme 2. Donc voilà ce qu'on vient de voir, ou bien ce qu'on nous demande de faire ici. Alors maintenant, il nous reste la deuxième partie de la question, c'est de démontrer que cette norme infinie est ni équivalent ni à la première ni à la deuxième. Et c'est ça ce que je vais faire ici. Alors, la méthode pratique qu'on utilise le plus souvent, pour démontrer que deux normes ne sont pas équivalentes, ben, il suffit d'exhiber une fonction ou bien une suite qui converge par exemple pour l'une et qui ne converge pas pour l'autre, ou bien tout simplement une suite qui n'a pas la même limite par rapport à la première norme et à la deuxième norme. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc il y a un exemple très classique ici que je vais évoquer, mais bien sûr il n'est pas unique. Alors je vais prendre ici la suite Fn des éléments de E, Fn de t qui est définie de la façon suivante, t exposant n. Alors, on va voir, donc on va calculer la norme de f de n par rapport à ces trois normes-là. Donc pour la norme 1, Fn1 égale. Donc 1, ça va faire 0 à 1, donc Tn d de t, et là ça va faire 0 à 1. Alors ici, on sait très bien qu'une primitive de Tn, c'est Tn plus 1 sur n plus 1, et là ça va être entre 0 et 1. Donc par calcul d'intégrale bien sûr. Et là je remplace par 1 pour avoir 1 sur n plus 1, je remplace par 0 pour avoir 0. Et donc là ça va faire 1 sur n plus 1. Alors regardez bien pour la deuxième, en fait pour la norme 2, ça va faire de 0 à 1, donc de f au carré, ça veut dire de Tn au carré d de t. Alors je peux mettre ici la valeur absolue. Et ça va faire l'intégrale de 0 à 1. Alors, t, il est entre 0 et 1, il est positif, je peux enlever la valeur absolue ici. Et donc, tn, le t au carré, bon, ça va faire t2n. Exposant 2n, d de t. Et là, pareil, donc une primitive de t exposant 2n, c'est
t 2n plus 1 sur 2n plus 1. t 2n plus 1 sur 2n plus 1 entre 0 et 1. Et là, lorsque ça fait 1, donc le t, ça fait 1, donc là ça va faire 1 au numérateur sur 2n plus 1, et en 0 ça fait 0. Donc là ça va faire 1 sur 2n plus 1. Et enfin, regardez bien, f n infini est égal, c'est le sup sur 0,1 de tn. Et là, on voit très bien que ça, la valeur maximale de ça, c'est 1. Donc lorsque t égale à 1, ben là ça va faire 1. Et tout le reste est plus petit. Donc ça va faire 1. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai la limite de fn pour la norme 1, eh bien c'est, ça tend vers 0, puisque là je peux mettre moins 0 ici, ça tend vers 1 pour la norme 1. Et regardez bien, pour la norme 2, fn pour la norme 2, ça tend vers 1. Voilà, et donc le fait de ne pas avoir la même limite, pour la norme infinie. Le fait de ne pas avoir la même limite, cela prouve que la norme 1 et la norme infinie ne sont pas équivalentes. Ou bien, alors on peut voir donc si vous voulez comme ça, bon je reviens par la suite, bon je peux le faire tout de suite alors, c'est mieux. Regardez bien, si par hasard les deux normes étaient équivalentes, c'est par hasard, donc la norme infinie et la norme 1 étaient équivalentes, j'aurais eu quelque chose comme ça. Donc on aurait trouvé donc lambda et mu qui sont strictement positifs, tels que la norme 1, lambda la norme 1, et puis après j'ai la norme infinie, et là mu la norme 1. Donc la définition des normes équivalentes. Et bien pour Fn, qu'est-ce qui se passe? Donc pour Fn, pour cette suite Fn que j'ai eu ici, donc on avait dit que pour la norme infinie, ça faisait 1 pour Fn. Lorsque je remplace par Fn ici, je vais avoir mu sur n plus 1. Et là, je vais avoir ici lambda sur n plus 1. Cette partie-là, ça ne va pas m'intéresser. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens, là c'est quel que soit n. Donc, mu sur n plus 1, c'est plus grand ou égal à 1. Or, cette suite-là, il converge vers 0. Donc, si ça tend vers 0, ben, on ne peut pas donc la majorer par 1. On ne peut pas la minorer par 1, parce qu'il tend vers 0. Voilà la contradiction, donc voilà, les normes ne sont pas équivalentes. Et bien, donc la même chose pour la norme 2. Regardez bien pour la norme 2, c'est pareil. Donc là, je remplace ici, là, pour la norme 2, ça tend vers 0, mais pour la norme infinie, ça tend vers 1, ben c'est pas possible. Et là, pareil aussi, donc je peux mettre la même chose ici, avec la norme 2 ici, pour avoir 2n plus 1, et on aurait aussi une contradiction. Ce qui veut dire que, voilà, la norme infinie et la norme 2 ne sont pas équivalentes. Alors on va passer maintenant à la troisième question ici. Et donc voilà, alors il faut bien faire attention, c'est pas comme dans Rn ou bien dans un espace de dimension finie où toutes les normes sont équivalentes. Ici, c'est pas vraiment le cas. Hein, on a un exemple ici. Allez, maintenant on va comparer la norme 1 et la norme 2. Donc pour comparer, ça veut dire quelle est la plus fine que l'autre, ou bien est-ce qu'ils sont équivalentes plutôt? Alors, est-ce qu'ils sont équivalentes? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Regardez bien, quand je prends F1,
ça, alors bon, c'est un petit peu classique, hein, donc c'est pour ça. Donc on va voir que la norme 1 est plus petite que la norme 2, qui veut dire que la norme 2 est plus fine que la norme 1. Regardez bien. Donc ça, par définition, ça fait f de t de 0 à 1 d de t. Et là, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz comme tout à l'heure, en prenant, donc là c'est f de t pardon, fois 1. Donc la deuxième fonction g c'est 1. Et là, ça permet de dire que ça va être, donc là, ça va être plus petit ou égal à 0,1 demi f de t carré, d de t, 1 demi, fois la g, c'est 1, donc l'intégrale de 0 à 1 de g de t, donc qui est 1 au carré d de t, le tout à l'exposant, bien exposant 1 demi. Et là, ça c'est exactement f2, par définition. Et là, 1 au carré ça fait 1, et on avait dit tout à l'heure l'intégrale de 0 à 1 de 1 d de t, donc ça fait 1, et 1 racine carrée de 1 ça fait 1. Et donc là, alors, pardon, il n'y a pas de carré ici puisque là on a un demi. Et là, j'ai cette inégalité. Et là, ça prouve que F2 est plus fine que F1. Alors, ils ne sont pas équivalents, c'est classique aussi. Il y a un exemple classique, mais on a d'autres encore. Donc l'exemple, alors moi je vais le construire à partir de celui de tout à l'heure. Regardez bien, je vais juste prendre Fn de t, donc c'est t exposant n, mais je vais rajouter donc la racine carrée de 2n plus 1. Vous allez voir pourquoi ça, parce qu'en fait, lorsqu'on avait calculé tout à l'heure la norme 2, donc il y avait à un moment donné un terme de n plus 1. Et donc c'est pour ça, vous allez voir pourquoi. Eh bien, je calcule maintenant la norme de f n pour la norme 2. Ça, par définition, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de ça au carré. Donc ça au carré, ça va faire 2n plus 1, t de n d de t. Puisque le fn au carré, bon, ça va faire ça. Et là, comme 2n, c'est une constante, je peux la faire sortir à l'extérieur. Ça va faire 2n plus 1. Et là, c'est l'intégrale de 0 à 1, t de n, d de t. Et ça, c'est comme tout à l'heure. Donc, une primitive de celle-là, c'est t exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1. Donc là, ça va faire 2n plus 1. Et donc, t 2n plus 1 sur 2n plus 1. Et là, c'est entre 0 et 1. Alors, lorsque je remplace t par 1, j'obtiens 1 sur 2n plus 1. Et lorsque je remplace par 0, j'obtiens 0. Donc là, ça va faire alors 1 sur 2n plus 1, qui va faire 1. Parce que ça fois ça, ça va faire 1. Et donc, il veut dire pour la norme 2, Fn tend vers 1. Allez, on va voir maintenant pour la norme 1. Qu'est-ce qui se passe? Fn pour la norme 1. Donc, eh bien, alors Fn, pour la norme 1, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai de 0 jusqu'à 1. Eh bien, racine carrée de 2n plus 1, tn, d de t. Et ça, pareil, donc ça ne dépend pas de t, donc ça fait racine carrée de 2n plus 1. Et là, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de tn, d de t. Une primitive de tn, on avait dit tout à l'heure, c'est tn plus 1 sur n plus 1. Pour avoir, alors, tn plus 1 sur n plus 1, entre 0 et 1. Et là, je remplace, lorsque t égale à 1, je vais avoir 1 sur n plus 1, et en 0, ça va faire 0. Donc tout ça, j'enlève tout ça, pour avoir 1 Alors, si par hasard,
c'est par hasard, donc les deux normes étaient équivalentes. Donc on aurait eu quoi? On aurait eu donc, alors si c'était équivalent, donc, on aurait eu l'existence de deux constantes strictement positives, lambda et mu, telles que lambda, la norme 1, la norme 2, et puis après, mu, la norme 1. Et donc, j'aurais eu quoi? Pour la fonction fn, donc j'aurais eu pour la norme 2, donc j'aurais eu 1 ici, j'aurais eu lambda, et la norme 1, c'est racine carrée de 2n plus 1 sur n plus 1. J'aurais pas besoin d'écrire le reste, j'en ai pas besoin. Et encore une fois, j'ai cette suite-là qui tend vers 0. Puisqu'il tend vers 0, donc il ne peut pas être minoré par 1. Et donc la contradiction. Donc ce qui veut dire que la norme 1 et la norme 2 ne sont pas équivalentes. Voilà. Donc on a la norme 2 qui est plus fine que la norme 1, mais on n'a pas vraiment la norme 1 qui est plus fine que la norme 2. Voilà, donc on arrive à la fin. Et donc là, ce qu'on a exhibé ici, en fait, il faut bien faire attention, c'est pas comme dans Rn ou n'importe quel espace de dimension finie où toutes les normes sont équivalentes. Ici, en particulier, ces espaces-là ne sont pas de dimension finie et on a des normes, des exemples des normes usuelles sur eux, par exemple, qui ne sont pas équivalentes. Mais par contre, il y a des fois des relations de comme donc ici, alors la norme infinie qui est plus fine que la norme 1 et la norme 2, et la norme 2 qui est plus fine que la norme 1, mais on n'a pas vraiment l'autre sens. Voilà, donc j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, sinon je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.